Salut tout le monde. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet croustillant, la sexualisation, parfois à outrance, des personnages tirés de l'Égypte ancienne dans la culture populaire. Alors oui, on va forcément parler un peu de sexe, d'attributs sexuels et autres pratiques amoureuses, mais ne vous inquiétez pas, il n'y aura aucune image suggestive, choquante ou interdite aux moins de 18 ans. J'éviterai aussi le vocabulaire trop cru, trop vulgaire ou provocateur. On peut parler de sexe sans tomber dans le graveleux. Cette vidéo est inspirée en grande partie d'un article sorti récemment et rédigé par Abraham Fernandez Pirel et Marc Oriols. La référence est dans la description. Cet article est paru dans un volume collectif dédié à l'Égypte ancienne dans la culture populaire et édité par Abraham lui-même. Cet article est issu d'un projet international, Egypop Cult, dont le directeur, Abraham Fernandez Pirel, viendra nous dire quelques mots durant la vidéo. Le livre est en accès totalement libre et téléchargeable dès maintenant, le lien, comme d'habitude, dans la description. Salut Simon et salut chers spectateurs. En effet, Egypop Cult, désignation abrégée d'un nom beaucoup plus compliqué qu'en d'habitude en allemand, est un projet basé à l'Université de Lisbonne et qui aborde les visions de l'Égypte ancienne dans la culture populaire contemporaine. Films, séries télé, littérature d'horreur, des fantasies, BD, jeux de rôle, jeux vidéo et des sociétés sont nos sources et nos objets d'analyse. Pour faire cela, Egypop Cult rassemble des spécialistes en plusieurs disciplines et domaines scientifiques. Égyptologie surtout, mais aussi histoire de l'art, histoire classique, analyse audiovisuelle, études des cinémas, muséologie, littérature, philologues, auteurs, dessinateurs, artistes, etc. Mais aussi tous ceux intéressés par la culture populaire égyptisante ou égyptomaniaque. Mais n'abusons pas des préliminaires et pénétrons dans le vif du sujet. C'est parti. Dans la mythologie égyptienne, la distinction des genres et la pratique sexuelle apparaît dès le mythe de la création. Le démiurge se tient alors sur la butte primordiale sortie des eaux chaotiques et, par la masturbation notamment, donne naissance au premier couple divin. Chou, l'air, élément masculin, et Tefnut, l'humidité, principe féminin. Ils initièrent alors la longue liste des couples divins, Geb et Nut, Osiris et Isis, Seth et Nephthys, et ainsi de suite. La famille traditionnelle égyptienne suit donc ce schéma. Un homme, une femme et des enfants, ou du moins une descendance. La sexualité joue ici un rôle central puisqu'il faut à tout prix procréer. Cette même sexualité est au cœur de certains épisodes mythologiques. Ainsi Isis s'unit-elle à Osiris afin de concevoir Horus, puis Horus lui-même, dans la suite du mythe, se retrouve au lit avec Seth, ce dernier tentant de le sodomiser afin de démontrer sa puissance dominatrice. Horus, en retour, arrache les testicules de Seth pour le priver de sa force vigoureuse. J'ai dit qu'on n'allait pas tomber dans le grivois, j'ai pas dit que ce serait subtil pour autant. Bref, dans les deux cas susmentionnés, l'objectif est clair. Seth tente de féminiser Horus en le pénétrant, et Horus tente de démasculiniser Seth en lui ôtant ce qui fait sa virilité. À chaque fois, il est question de mettre en avant la faiblesse de son adversaire afin de délégitimer ses prétentions à la royauté. Avant l'époque gréco-romaine, la représentation d'actes sexuels dans l'iconographie égyptienne est plutôt rare. On compte environ 30 exemples pour 2500 ans d'histoire, et toutes ces occurrences sont des productions non officielles. Un motif demeure néanmoins. L'acte représenté est presque toujours hétérosexuel, et la diversité des positions laisse penser que le sexe est alors autant, si ce n'est plus, recherche du plaisir que simple moyen de procréer. Le papyrus érotique de Turin en est l'exemple le plus connu, mais on dispose également d'ostracas et de graffitis pornographiques parfois très suggestifs. Je suis choqué. En somme, du fait de la rareté et du caractère officieux de l'imagerie érotique en Égypte ancienne, il faut chercher d'autres raisons de la sexualisation parfois exagérée des images égyptiennes dans la culture populaire. Comme le dit Lynn Meskel, convoquer l'Égypte historique n'est pas nécessaire pour expliquer ce phénomène, car c'est notre reconstruction de l'Égypte qui est devenue le plus puissant et le plus évocateur véhicule de nos désirs actuels. Si on pense à la culture populaire égyptisante comme une source pour mieux connaître la civilisation égyptienne, on est loin de dévoiler sa complexité. Et il faudrait encore beaucoup discuter sur des questions sinueuses, comme la véracité ou non de la version de l'histoire recréée dans un ouvrage précis.
Plutôt que ça, notre intérêt se concentre sur la vision du passé qui nous apporte une création particulière. Par exemple, comment est imaginé l'Égypte par un romancier dès la fin du siècle dernier et quels aspects politiques, économiques, sociaux ou idéologiques de son époque ont influencé cette vision du passé. Car la culture populaire emploie certes des narratifs et des motifs inspirés par les passés pharaoniques, mais c'est dans les présents que vivent les créateurs qui leur donnent une nouvelle vie. Dès lors, et pour ne citer qu'un seul exemple, Stargate est bien sûr une œuvre fictionnelle de science-fiction partiellement située sur la planète Abydos, désertique et montrant des pyramides et des temples anciens. Mais elle sert également à réfléchir sur l'orientalisme et les postcolonialismes. Dans les cas des pseudo-égyptiens prétendument arriérés et dominés par une civilisation galactique supérieure, ou encore la fluidité du genre, comme nous montre l'ambiguïté du maléfique personnage Ré, qui est en même temps homme et femme. Ces deux aspects, postcolonialisme et non-binarisme sexuel, sont introduits dans la narration du film par un scénariste pleinement inséré dans un contexte culturel précis, celui de la fin du XXe siècle dans le monde occidental. Sans surprise, la figure principale de cette sexualisation de l'Égypte ancienne est Cléopâtre, et l'idée que l'on se fait d'une reine liée à la sexualité provient notamment des auteurs latins. Ainsi, le poète Properce, au 1er siècle avant notre ère, décrit-il la souveraine égyptienne comme la traînée du licencieux Canope. Dion Cassius, des 2e et 3e siècles, ajoute que Cléopâtre était d'une passion et d'une avarice insatiables. Elle fut parfois influencée par une ambition louable, mais le plus souvent par une effronterie sans bornes. On la trouve également représentée en plein débat avec Marc-Antoine, voire même avec un crocodile. C'est dégueulasse! En gros, Cléopâtre est considérée par beaucoup de Romains comme une reine ambitieuse dont la chambre à coucher était le lieu principal de ses échanges diplomatiques. D'ailleurs, j'en ai déjà parlé dans la vidéo dédiée à la reine elle-même, le lien est également dans la description. L'orientalisme est un autre facteur ayant joué un grand rôle dans l'érotisation de l'imagerie égyptienne. S'appuyant sur des éléments liés au monde arabe et oriental en général, l'orientalisme donne naissance à des motifs exotiques. Polygamie, harem, etc. Se multiplient alors les œuvres mettant en scène la favorite de tel ou tel gynécée, ou montrant Pharaon entouré de jeunes femmes magnifiques, souvent à moitié nues. Pourtant, la réalité égyptienne est tout autre. La polygamie était fréquente chez les rois, mais on n'en a aucune trace dans le reste de la société, même parmi l'élite. De même, ce que nous traduisons aujourd'hui par harem dans les textes égyptiens correspond en réalité à l'endroit, au palais, où résident et où sont instruits et éduqués aussi bien les épouses royales que les princes et princesses, ainsi que leur entourage. Le harem tel qu'on l'imagine généralement, plein de femmes destinées au seul plaisir de leur maître, appartient avant tout au monde ottoman et à son image, là encore dans la culture populaire. En Égypte, le harem n'avait pas du tout cette dimension de plaisir et de sensualité. Dès le 19e siècle apparaît également un autre motif majeur, celui de la momie sexualisée. Ainsi, dans le roman d'Anne Rice, La momie, 1989, les momies de Ramsès et Cléopâtre reviennent à la vie dans l'Angleterre du début du XXe siècle, et sont pris d'un grand appétit sexuel. Déjà, en 1857, le roman de la momie de Théophile Gautier met en scène la momie d'une jeune femme, Tahoser, parfaitement conservée, et dont la beauté saisissante est prétexte à raconter sa vie, et en particulier ses amours. De plus, l'Égypte est souvent considérée, avec la Mésopotamie, comme la mère de nombreuses traditions, ne serait-ce que l'écriture. Les pratiques sexuelles ne font alors pas exception, et on attribue à l'Égypte les premières attestations de certaines habitudes désormais bien ancrées dans notre sexualité. Ainsi en va-t-il de la fellation dans Abattoir 5 de Kurt Vonnegut, ou du premier sextoy attribué à Cléopâtre, comme par hasard, dans Sex Story, bien qu'aucune preuve archéologique n'ait jamais étayé de telles hypothèses. Citons enfin la série What We Do in the Shadows, qui met en scène des vampires vivant en coloc à New York. Dans la saison 3, les protagonistes découvrent la plus ancienne collection de livres pornographiques, parmi lesquels un ouvrage datant de l'Égypte ancienne, où l'on recense les plus longs pénis de cette civilisation. Après, quand on voit les pyramides et les obélisques, on peut se demander si les Égyptiens avaient pas un petit truc à compenser quand même.
Bref, l'Égypte ancienne est souvent hyper sexualisée dans les productions modernes et contemporaines, et comme on va le voir maintenant, cela ne concerne pas que les femmes. Du côté de ces messieurs, leur sexualisation dans l'égyptomanie contemporaine met en avant un motif principal. Un physique musculeux impliquant des qualités athlétiques hors normes. Cette caractérisation tire son origine notamment du cinéma épique des années 50, dans lequel le protagoniste est présenté comme un nouveau Hercule, musclé et surpuissant. Cela est donc retranscrit dans le monde égyptien, comme dans les comics Tarzan numéro 237 de 1975 et Heru Son of Hausar 1993. Idem au cinéma avec le roi Scorpion de la dynastie Zéro, oui, ça existe, porté à l'écran par Chuck Russell en 2002, et dans Le Retour de la momie en 2001. Pensez également à Gods of Egypt, où Horus et Seth sont respectivement incarnés par Nikolai Coster-Waldau et Gerard Butler. Et bon, soyons honnêtes, ces deux acteurs sont, disons, plutôt beaux gosses. Si on ajoute à ça des costumes et des effets spéciaux amplifiant encore leur musculature, on est là face à deux bons gros mâles alpha. Dans le film, on voit Horus se réveiller entouré de magnifiques jeunes femmes à son service, vantant sa force et ses mérites au combat. Sa femme Hathor, incarnée par Elodie Yung, splendide, se lance alors dans un massage sensuel du corps de son époux. Hathor tense même son dieu de mari quant à sa propension à coucher avec n'importe quelle jeune femme qui bat des cils, sous-entendant une pratique polygame acceptée, et une tendance d'Horus à multiplier les conquêtes en bon et beau souverain. En bref, le roi d'Égypte, d'autant plus lorsqu'il est divin, se doit d'être beau, puissant et vigoureux. Dans la série de comics God is Dead, les dieux païens, grecs, nordiques, aztèques et égyptiens, reviennent sur Terre pour la reconquérir. Le panthéon égyptien est alors représenté par Horus, Anubis et Bastet. Les deux dieux, Horus et Anubis, sont figurés torse nu, muscles saillants, presque bodybuildés. La déesse, Bastet, est en partie masculinisée par son physique particulièrement imposant, mais n'en possède pas moins une poitrine énorme, voire disproportionnée. Ces corps sont supposés attirer l'attention du lecteur et stimuler son désir. Dans La Foire aux Immortels, roman graphique d'Enki Bilal en 1980, nous sommes plongés dans un pari de science-fiction impliquant des vaisseaux spatiaux en forme de pyramides pilotés par des dieux égyptiens. Ces derniers sont alors souvent figurés torse nu, parfois même avec les fesses, le pénis ou les seins à l'air. Tous les autres personnages sont entièrement vêtus, parfois chaudement, mais les dieux égyptiens, eux, sont à moitié nus, afin d'accentuer leur étrangeté. Mais contrairement aux autres exemples, il n'y a pas de volonté ici d'érotiser les dieux ou de les rendre particulièrement héroïques ou épiques. L'exposition des corps a d'abord pour objectif de déranger à la fois le lecteur et les personnages eux-mêmes. Ainsi, Nicopole, le personnage principal, s'exclame-t-il « Et aujourd'hui, je me réveille, 30 ans plus tard, en compagnie d'un homme à poil à tête de rapace. » Dans l'adaptation cinématographique, Immortel ad vitam en 2004, Horus prend possession du corps de Nicopole et recherche activement une belle jeune femme capable de s'unir aux dieux et de porter leur descendance. Une fois celle-ci trouvée, Horus l'hypnotise et abuse d'elle dans une chambre d'hôtel. La dimension explicitement sexuelle et voyeuriste est ici assumée, avec toute la violence qu'elle porte en elle, et le corps de la jeune femme n'est employé que comme réceptacle à la semence divine. Ah, d'un coup, c'est beaucoup moins marrant que des dieux bodybuildés qui s'arrachent les glaouis. Il existe aussi quelques rares exemples de personnages masculins empruntés à l'Égypte ancienne et homosexualisés, ou du moins queered, comme on dit dans la langue de Kanye West. C'est ainsi le cas de Ré dans le film Stargate de 1994, où le dieu est un personnage maléfique, représenté avec une forte dimension queer, voire androgyne. Cela met en avant le caractère ambigu, fluctuant, voire carrément mauvais du personnage. De même, dans Brood of the Witch Queen, 1918, la représentation d'une Égypte ancienne queer sert à illustrer la déviance des protagonistes. L'insertion remarquable des gender studies dans la réflexion contemporaine sur la culture populaire n'est en effet qu'un reflet de ce qui se passe dans les sciences humaines en général. De plus en plus, et depuis au moins 2 décennies, les chercheurs dans différents domaines promeuvent la réanalyse des données jusqu'à la aborder d'un point de vue, disons, traditionnel, excluant toute déviation de la norme, de leur norme, toujours en rapport à la sexualité et le genre, bien entendu.
En ce qui concerne la culture populaire égyptisante ou égyptomaniaque, du fait de leur liaison au contexte culturel actuel, l'ouverture promue par les Gender Studies a influencé non seulement l'interprétation de plusieurs ouvrages de la part des spécialistes, mais aussi la production de ceux-ci par les auteurs eux-mêmes, intégrés dans un monde où le rôle des genres et les modalités du comportement sexuel se sont énormément diversifiés. Le fait de mieux saisir cette double dynamique, interprétation et création, est une des priorités du projet Egyptpop Cult. Le premier modèle féminin que l'on retrouve dans la culture populaire à propos de l'Égypte ancienne est celui de la femme au foyer, belle et fidèle, destinée à offrir une descendance à son mari. Tel est le cas dans Néfertiti, reine du Nil de 1961, où le sculpteur Thoutmès, à l'origine du fameux buste de la reine, est amoureux de la belle Tanit. Celle-ci épouse donc le sculpteur avec la bénédiction du roi Akhénaton, avant que celui-ci ne s'éprenne de la belle égyptienne et n'en fasse sa propre femme, qui change alors de nom et devient la reine Néfertiti. Akhénaton attend d'elle qu'elle donne un héritier à sa lignée, mais Tanit n'oublie pas son premier amour et reste fidèle à Thoutmès, lui assurant qu'elle n'a pas consommé son mariage avec le roi. Néfertiti est ici une femme fidèle mais refusant au roi lui-même ce à quoi il est convaincu d'avoir droit. Elle est donc montrée comme une épouse cruelle mettant le pays en péril car elle refuse de se soumettre à l'impérieuse nécessité d'engendrer un héritier pour le trône. D'ailleurs, à la fin du film, après la mort d'Akhénaton, Néfertiti redevient Tanit et retrouve Thoutmès, son amour de toujours. Malheureusement, le pays est condamné à sombrer dans le chaos en l'absence d'un héritier mâle à couronner. Le second type de féminité lié à l'Égypte ancienne, et de loin le plus récurrent, est celui de la femme fatale, belle, sensuelle et aussi superficielle. Ainsi en va-t-il de la séduisante Néfer dans le film L'Égyptien de 1954, où la belle égyptienne, incarnée par Bella Darvi, séduit le jeune Sinoué alors promis à une carrière de prêtre au service du dieu Amon. La demeure de Néfer est le lieu de tous les vices. L'alcool y coule à flot durant de longues réceptions où le sexe est omniprésent et débridé. En bonne séductrice, Néfer demande 1001 preuves d'amour à Sinoué qui, fou d'elle, se ruine en cadeau. Il va jusqu'à piocher dans les biens de ses propres parents sans jamais réussir à satisfaire son aimé. Sinoué sombre ainsi dans l'indigence et la solitude, tandis que ses parents, ruinés et déshonorés, préfèrent mettre fin à leur jour. Cette image, courante et misogyne, est celle d'une femme manipulatrice dont la beauté permet de corrompre de naïfs jeunes hommes afin de satisfaire ses appétits matériels et sexuels. Cette image est typique de la mauvaise femme du cinéma épique hollywoodien des années 50 et 60, à l'image de Néfertari dans Les 10 commandements de 1956 par exemple. Mais la reine par excellence incarnant tous ces vices de frivolité, d'ambition et de luxure à travers une sensualité exacerbée et une beauté fatale est bien évidemment Cléopâtre VII. La Cléopâtre de 1963, incarnée par Liz Taylor, et celle d'Astérix Mission Cléopâtre de 2002, jouée par Monica Bellucci, en sont d'excellents exemples. Toutes deux sont des sex-symboles de leur époque et voient leur charme particulièrement mis en avant dans leurs costumes respectifs. Il en va de même de Sophia Loren dans Deux nuits avec Cléopâtre en 1953, ou plus récemment de Beyoncé dans Dreamgirls de 2006, où elle apparaît brièvement grimée en reine d'Égypte. La littérature, la musique et les jeux vidéo ne sont pas en reste. Pensons à la BD Cléopâtre, Reine Fatale de 2017, au clip Dark Horse de Katy Perry, ou encore au jeu vidéo Assassin's Creed Origins de 2017. Mais Cléopâtre n'est pas seulement prodigieusement belle, sa sexualité est aussi insatiable. Avant de partir, sale espion, fais-moi l'amour. Non, je ne crois pas, non. Pourquoi ? Pas envie. Dans le comics Chrononauts, les deux protagonistes créent un équipement permettant de voyager dans le temps. Corbin, l'un des deux, tient alors un tableau sur lequel il dresse la liste des femmes avec lesquelles il a couché durant ses voyages. Parmi ces femmes se trouve par exemple Marilyn Monroe, mais aussi, et surtout, Cléopâtre. De même, dans Last Night in Soho de 2021, la personnage principale, Sandy, rêve de devenir chanteuse. Malheureusement, elle se retrouve forcée à se prostituer, et le club dans lequel elle travaille propose notamment un spectacle performé par une danseuse au costume exotique, dont le nom de scène est, vous l'avez deviné, Cléopâtre. Bien sûr, l'industrie pornographique n'est pas en reste, et ce dès les années 70. Rassurez-vous, je ne vais pas montrer d'extraits des films en question. Qui coquinou.
Mon métier est vraiment très bizarre parfois. Dans ces films pour adultes, Cléopâtre est montrée comme LA partenaire sexuelle ultime, magnifique et très ouverte d'esprit, dirons-nous. Nous avons donc d'un côté la représentation masculine, centrée sur l'hétérosexualité et la domination des corps. Et de l'autre, nous avons la représentation féminine, la plupart du temps centrée sur une femme fatale à la sexualité débordante. Dans chaque cas, ce sont les attentes du spectateur qui sont comblées. La fidèle Tanit Nefertiti satisfait l'envie de romance fidèle et ordonnée du public des années 50, quand le couple Horus-Hathor de Gods of Egypt répond au goût du public pour les super-héros, les hommes virils et les femmes voluptueuses. Mais que l'on parle d'hommes ou de femmes, d'images positives ou négatives, un motif reste. L'Égypte ancienne est prétexte à l'hypersexualisation, qu'elle soit des corps ou des actes. L'iconographie égyptienne a elle-même participé à l'édification de cette imagerie, car dieux et déesses, hommes et femmes, sont figurés plus ou moins vêtus, le torse nu ou la poitrine tout à fait dénudée, etc. Tout un imaginaire s'est alors créé chez les voyageurs antiques comme modernes, autour d'une Égypte profondément érotique, presque à l'état de nature. L'Égypte ancienne possède donc un riche potentiel pour figurer le désir et la sexualité normée autour du couple masculin-féminin. Mais elle laisse aussi envisager d'autres pulsions plus enfouies, voire des transgressions plus sombres et débridées. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Un immense merci à l'équipe du projet Egipopcult d'avoir fourni le matériau de base pour la vidéo, et à son directeur Abraham Fernandez Pirel pour être venu apporter quelques éclairages supplémentaires sur le sujet. Egipopcult est le premier projet de recherche consacré à l'Égypte ancienne et à sa réception dans la culture populaire contemporaine financé par une institution publique au monde. Cela marque sans doute une victoire remarquable face à la traditionnelle exclusion de ce type d'études dans les milieux universitaires, dont l'avis a été fréquemment et pendant des années du genre « ça c'est du divertissement, pas des sciences ». Contre cette idée, nous poursuivons l'étude de ces sources égyptisantes inépuisables, le film, les séries, les jeux, les romans, les BD, et les tournons en objets d'analyse académique. Il ne reste qu'à espérer que cette première initiative ne soit bientôt qu'une parmi beaucoup d'autres. N'hésitez pas à aller voir leurs réseaux sociaux, tout est dans la description, ou alors à télécharger leurs livres pour aller en lire les différents articles. Je vous assure, c'est absolument passionnant. On se retrouve bientôt pour la suite de nos aventures, et d'ici là, prenez soin de vous.